Aujourd'hui, moi, ce que je voulais faire, c'était un petit peu une introduction à l'écotoxicologie, repartir un petit peu sur, refaire un petit peu d'historique, d'où ça vient, pourquoi on a développé cette discipline et petit peu réfléchir avec vous sur vers où il faudrait qu'on aille, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire évoluer aussi un petit peu cette discipline. Donc d'où on vient et où on va. Tout ça en 1 heure, donc voilà. Hein. C'est un survol. Si vous avez des questions plus précises, on peut y rentrer, mais c'est pas un cours. Voilà, hein, je vous fais pas. Donc l'idée, c'est un petit peu de repartir de quelque chose qui est ancien. La toxicologie, c'est une discipline bien ancienne, et de comment on est parti de cette toxicologie pour ouvrir à l'environnement et s'intéresser aux questions de toxicité des substances chimiques vis-à-vis des organismes vivants. Alors, la toxicologie, je vous ai dit, c'est une discipline ancienne. Hein, il y a bien longtemps qu'on étudie l'effet des substances toxiques sur les organismes vivants, donc les perturbations qu'elles vont induire sur les grandes fonctions des organismes. Et quand on parle d'organismes vivants, on pense à l'homme. Les toxicologues, ils se sont posés depuis longtemps la question de savoir comment certaines substances chimiques ou phénomènes pouvaient interagir avec la physiologie générale et à terme, aller jusqu'à la mort des organismes. Donc ce n'est pas quelque chose de très très nouveau. Mais au cours du temps, et en particulier dans les années 60, on a commencé à observer des phénomènes de contamination de l'environnement et des phénomènes de dégradation de certaines populations. Là, c'est l'exemple du Clear Lake aux États-Unis. Hein. C'est un petit peu l'événement fondateur qui a entraîné la réflexion, qui a poussé certains à réfléchir à ces questions. Donc c'est Hunt et Bishkov dans les années 60. Le Clear Lake, c'est un petit lac aux États-Unis, en Californie, si je ne dis pas de bêtises, sur lequel il y avait une population importante de grèbes, hein, donc ces oiseaux piscivores, forte population. Et puis au cours du temps, on a observé une dégradation progressive, une disparition progressive de la population de grèbes, sans jamais vraiment observer de mortalité. C'est-à-dire que tous les ans, il y avait un petit peu moins de grèbes, et puis ils ont fini par quelques couples plus ou moins stériles de grèbes sur le lac, une disparition de la population. Et tout ça à la suite de traitements de ce lac avec du DDT, hein, qui était un insecticide organochloré, qui a été mis en œuvre après-guerre dans les années 45, oui, à la fois aux États-Unis et en Europe, qui a été beaucoup utilisé en agriculture, et qui a un petit défaut, entre autres, c'est une molécule qui s'accumule dans les chaînes alimentaires. C'est-à-dire quand on a des faibles concentrations dans l'eau, on va avoir une accumulation dans le phytoplancton, puis une accumulation encore plus importante dans le zooplancton, puis dans les poissons, microphages, prédateurs, et in fine dans les prédateurs supérieurs que sont les oiseaux piscivores. Et donc ce DDT, progressivement, il a entraîné la disparition de cette population. Je vous dis, c'est un petit peu l'événement fondateur qui, vous voyez, est sorti dans un journal Californian Fish Game, qui est un journal avec un impact factor, je ne sais pas si ça vous cause beaucoup, mais qui ne doit pas être très élevé. Et donc c'est vraiment un petit canard local, quoi. Mais c'est l'article sur lequel on s'est appuyé pour réfléchir et pour développer cette discipline. C'est pour ça que c'est important, cet article, il est important, même si je vous dis, ce n'est pas une grande revue d'écotoxicologie, même actuellement. Et puis un peu plus tard, mais toujours sur ces mêmes phénomènes, on a observé des déclins des populations de rapaces, en particulier en Angleterre. Hein, ça, c'est des travaux qui ont été faits en Angleterre par l'équipe de Radcliffe, qui a observé progressivement qu'on avait de moins en moins, en particulier chez les faucons pèlerins, une disparition de ces populations. Et on a essayé de comprendre d'où venait cette disparition des faucons pèlerins, et il a été observé une diminution de l'épaisseur de la coquille. Donc là, vous avez le diamètre, l'épaisseur moyenne de la coquille de ces faucons au cours du temps. Alors, vous allez me dire comment on sait qu'en 1840, l'épaisseur, elle était... Voilà. Les Anglais ont une très forte culture naturaliste, et donc ils font beaucoup de collections. Il y a beaucoup de petits musées, des collections, des choses comme ça. Et donc on a tout simplement repris des œufs dans ces collections. Vous savez à quelle date ils avaient été prélevés.
ils ont mesuré l'épaisseur de la coquille. Vous voyez que jusque dans les années 40, on a une épaisseur de la coquille qui est à peu près stable. Alors bien sûr, il y a de la variation, mais on voit bien quand même un plateau. Et puis on voit surtout qu'à partir des années 45, on a un décrochage important de cette épaisseur de la coquille. Et en même temps, on a observé des dégradations, enfin des altérations de la reproduction avec des œufs qui pouvaient ne plus avoir de coquille du tout. La coquille pouvait être réduite à la membrane chorionique, des œufs fragilisés et tout. Et puis on voit aussi qu'à partir du début des années 70, donc fin des années 60, début des années 70, quand on a interdit le DDT, on voit aussi qu'on a une remontée de cette épaisseur de la coquille. Donc là, on a un bel exemple de relation entre utilisation d'un produit, contamination de l'environnement et impact sur les organismes et surtout l'effet réversible. Voilà, donc encore un événement qui, toujours dans ces années-là, a fait un petit peu réfléchir. Et puis, d'autres phénomènes qu'on voit, la perturbation de la sexualité des poissons dans des effluents, quand ils sont soumis à des effluents. Gros problème qu'on observait d'imposexe, donc de modification du sexe chez les mollusques par l'utilisation du tributylétain, qui était beaucoup utilisé pour traiter les coques de bateau. C'est un antifouling qui, malheureusement, perturbe le développement sexuel chez les mollusques et en particulier induit un changement de sexe chez le mollusque. Voilà, un certain nombre de phénomènes comme ça qu'on a vus. Alors ça ne sort pas très bien, mais à partir des années 50, 60, 70, bon là c'est un petit peu un historique sur les perturbateurs endocriniens dont vous avez dû entendre parler, et dont on a l'impression qu'on a découvert le problème dans les années 90. Mais vous voyez que dès les années 50, on observait des phénomènes comme ça. Voilà. Sur les perturbateurs endocriniens, je vous ai parlé tout à l'heure du Clearlac pour ce qui est des phénomènes de bioaccumulation, d'impact des organochlorés. Pour les perturbateurs endocriniens, la manip qui a relancé et qui a conduit à définir ce terme de perturbateur endocrinien, c'est la disparition des populations d'alligators du lac Apopka en Floride, lac qui était traité avec, là encore, du DDT et puis du dicofol, qui est un autre pesticide, et sur lequel on observait des diminutions très importantes des populations d'alligators, en particulier de juvéniles, et qu'on a pu expliquer par des anomalies, alors, bien transparent, à la fois chez les mâles et chez les femelles, des anomalies morphologiques, dégradation, altération du pénis chez les mâles, voire jusqu'à une disparition du pénis, perturbation des gonades, et puis aussi au niveau hormonal. On a la même chose chez les femelles, des altérations hormonales aussi. Tout ça entraînant des diminutions du succès de reproduction et, in fine, un impact sur la densité. C'est vraiment là pour les perturbateurs endocriniens. J'ai essayé de vous retrouver un petit peu les manips qui avaient, ou les observations qui avaient été à la base des phénomènes. Mais voilà. Bon, chez les amphibiens, on a aussi des problèmes d'intersexe dans les populations d'amphibiens. Oui. Donc, vous voyez, avec des taux d'intersexe qui sont largement augmentés dans les populations au moment où on a utilisé les organochlorés, puis une diminution à nouveau de ces taux d'intersexe dans les années 80-90. Dans toutes les populations animales, on a des individus, on a un pourcentage d'individus dont on ne sait pas si ce sont des mâles ou des femelles. Voilà. Dans toutes les populations, chez les poissons, c'est quelques pourcents des populations sauvages. Dans toute population sauvage, il y a quelques pourcents d'individus qui sont... Mais quand on commence à augmenter à passer au-dessus de 10%, c'est un petit peu important. Toujours dans le même temps, à côté de ces effets, on a observé, vous en avez sûrement entendu parler, des contaminations généralisées de l'environnement et parfois des contaminations à longue distance. C'est toujours à peu près dans les années 80, milieu des années 80, qu'on a pris conscience du fait que relarguer une substance chimique à un endroit donné de la planète pouvait se traduire par une contamination très loin du lieu d'émission. Alors les exemples les plus connus, c'est toutes les contaminations des pôles, en particulier
chez les ours, où on a pu observer des teneurs, en particulier en PCB, en organochlorés. Alors, les organochlorés, maintenant, ils sont interdits. On a plus de mal à trouver des exemples, mais c'était une très très bonne classe chimique pour trouver des exemples de perturbation de l'environnement, substances persistantes, bioaccumulables, toxiques, donc tout ce qu'il faut pour trouver ces exemples. En termes de contamination de l'environnement, on a aussi, bien, vous avez entendu sûrement parler d'un phénomène qui est un petit peu plus récent en termes de prise de conscience, qui est la contamination quasiment globale des océans, mais aussi au milieu terrestre, par les plastiques. Alors là, c'est des exemples des photos de contamination par des macroplastiques, mais on a aussi observé maintenant en milieu à la fois océanique et en milieu continental une contamination quasi généralisée des écosystèmes aquatiques par des microplastiques, donc des microfibres de plastique ou des microbilles de plastique. Alors au milieu marin, il y a plusieurs années qu'on a montré ça, mais nous on a montré ça il n'y a pas longtemps en milieu continental. Quasiment tous les poissons contiennent dans leur tube digestif des microfilaments de plastique. Et cette contamination globale des écosystèmes, elle se traduit par un impact sur des populations. Donc là, je vous ai repris l'exemple des ours polaires. Vous avez la teneur en PCB dans différentes populations d'ours polaires. Et en parallèle à cette teneur en PCB, vous avez la densité osseuse de l'os du pénis chez l'ours. Et vous voyez qu'on a une... Je n'ose pas parler de corrélation, mais quand on augmente la quantité de PCB, on voit aussi que la densité osseuse de cet os du pénis diminue, ce qui peut avoir un impact sur la reproduction par fragilisation de l'os du pénis, dont on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne et à quoi ça sert dans la reproduction, mais dont on observe que dans des populations où il y a des problèmes de reproduction, il y a aussi fragilisation et aussi souvent des fractures de cet os du pénis. À côté de ces effets biologiques, on a aussi observé, travaillé sur la transformation, sur l'étude du comportement des substances chimiques dans le milieu. Et vous savez bien que toute substance chimique, quand elle est rejetée, enfin beaucoup de substances chimiques, quand elles sont rejetées dans le milieu, vont voir leur forme chimique modifiée. On va avoir un cycle avec une dégradation qui ne conduit pas toujours à une disparition de la toxicité. Dans un certain nombre de cas, la dégradation d'une substance conduit à la formation de métabolites ou de produits de dégradation qui peuvent être beaucoup plus toxiques. Dans les organophosphorés, par exemple, le paraothion, quand il est dégradé en paraoxon, on augmente la toxicité, le malathion, pareil. Enfin voilà, il y a un certain nombre de molécules qui peuvent voir leur toxicité augmenter. Voilà. Mais tout ça, il a fallu progressivement que ça se mette en place et qu'on en prenne conscience. Donc à partir de toutes ces observations, déclin de population, contamination globale de l'environnement, perturbation modification de la structure chimique des molécules, voilà, comportement de ces molécules. Dans les années 70, milieu des années 70, et là, les premières définitions sont sorties en 74, 70, 77, on a défini une nouvelle discipline qu'on a appelée l'écotoxicologie. Et l'écotoxicologie, c'est c'est la discipline qui va étudier les modalités de contamination de l'environnement par les agents chimiques ou physiques, naturels ou artificiels. Donc, étudier le comportement de ces molécules, leur mécanisme d'action et leur impact sur les êtres vivants qui peuplent la biosphère. Donc, leur impact sur les organismes vivants et sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, vous voyez, on a une discipline assez large qui étudie à la fois le devenir, le comportement et les effets de ces substances chimiques sur les organismes vivants autres que l'homme. Donc vous voyez que quand on parle d'écotoxicologie, c'est vrai aussi quand on parle de toxicologie, mais il faut vraiment insister là-dessus. Quand on parle d'écotoxicologie, l'étude du devenir, du cycle des polluants est fondamentale. Il faut commencer par comprendre quel sera le devenir
de la substance quand on va la rejeter dans l'environnement. Est-ce qu'elle va rester sous cette forme-là? Est-ce qu'elle va s'accumuler dans certains compartiments de l'environnement? Est-ce qu'elle va se dégrader, se modifier, s'altérer? Voilà, c'est vraiment fondamental. Et puis, il y a un deuxième point qui est fondamental quand on parle d'écotoxicologie, c'est qu'in fine, le but de cette discipline, c'est d'étudier l'impact de ces agents stresseurs sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Donc, quand on va mettre en évidence un effet négatif sur des organismes vivants, sur la physiologie, sur le comportement d'un organisme vivant, cet effet, cette modification, cette altération qu'on va observer, n'a de pertinence en écotoxicologie que si à terme, elle va modifier la valeur adaptative de l'organisme, si elle va modifier les performances de l'organisme et donc avoir une répercussion au niveau de la population et de la communauté. Grosso modo, si le poisson a mal à la tête, tant qu'il se reproduit et qu'il joue son rôle dans l'écosystème, que la structure de la population, que le fonctionnement général de l'écosystème n'est pas perturbé, c'est pas bien grave. Donc si on remet un petit peu les choses en perspective, on a deux disciplines, la toxicologie d'une part et l'écotoxicologie, qui sont deux disciplines sœurs, très proches l'une de l'autre, mais dont vous voyez que l'une est centrée sur l'impact des agents stresseurs sur les individus. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau d'un individu. Et j'insiste beaucoup là-dessus, dans la population humaine, tous les individus ont la même importance et le même poids. Que ce soit le nouveau-né ou le vieillard, l'homme ou la femme, le bien portant ou le malade, tout le monde a le même poids. En écotoxicologie, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des effets biocénotiques, au niveau du fonctionnement, de la structure des écosystèmes. Et donc, la cible en écotoxicologie, c'est la population, la communauté, c'est l'écosystème, in fine, et pas l'individu. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre d'insister là-dessus, mais je vous ai dit avant que c'était deux disciplines qui sont sœurs, qui sont très proches, qui vont utiliser des outils, des concepts qui sont assez proches l'un de l'autre. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la saison, mais quand on fait un test de toxicité, que ce soit de mortalité, que ce soit sur une souris ou sur une daphnie ou sur un poisson, c'est pas bien différent. Les essais de mise en évidence de la toxicité ne sont pas très différents. Par contre, la cible finale est très différente. Quand on s'intéresse à l'individu, on va regarder très précisément les mécanismes qui sont mis en œuvre. Et si ces mécanismes ils perturbent l'individu en tant que tel, même si ses valeurs adaptatives, même si ses performances ne sont pas perturbées, ça sera important. En écotox, l'interprétation qu'on va faire des choses, elle est un peu différente, puisque ce qui va nous intéresser, c'est de voir s'il y a vraiment cet impact sur la population et in fine sur l'écosystème. En caricaturant, je dirais que le vieux poisson qui s'est reproduit, il n'est quand même pas très important pour le fonctionnement général de l'écosystème. Et donc, on peut admettre qu'on perturbait un peu une population en modifiant un petit peu, par exemple, la structure de population, pour peu qu'on ne s'attaque pas trop aux reproducteurs. Dans la population humaine, c'est plus difficile à tenir comme discours. Tous les individus vont avoir le même poids. C'est important, parce que la façon d'interpréter les résultats, il faut qu'on intègre ça dans notre réflexion. Autrement dit, si, par exemple, vous perturbez une activité enzymatique chez un poisson, mais que cette perturbation de l'activité enzymatique ne le perturbe pas dans sa reproduction, dans son comportement général, voilà, il aura peut-être un peu mal au foie, mais... Donc quand on regarde un petit peu la séquence, je vous dis, ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des écosystèmes, quel est l'impact sur la structure, le fonctionnement de l'écosystème. Mais pour étudier ça, vous imaginez bien que pour toute substance chimique émise sur le marché, on ne va pas commencer par regarder ce qui se passe dans un écosystème en allant contaminer un écosystème et puis en revenant 10 ans après pour voir si par hasard tout est pareil qu'avant.
Donc on va être obligé de travailler un petit peu plus en amont. Donc quand on regarde un petit peu ce qui se passe, la séquence des événements entre le moment où on va relarguer une substance chimique dans le milieu et le moment où on aura une altération sur la structure générale de l'écosystème, on voit qu'on a différentes étapes. La première étape, au-delà de la pénétration, bien sûr, de la substance dans l'organisme, si la substance ne pénètre pas, en général, on n'a pas trop de soucis. Mais une fois que la substance a pénétré dans un organisme, la première étape, ça va être une répartition plus ou moins importante de cette substance dans les différents tissus, et puis une interaction moléculaire avec un certain nombre de cibles. Donc on va interagir, donc se fixer sur des cibles moléculaires, métabolisation, donc des phénomènes très précoces au niveau du métabolisme. Et, voilà. À la suite de ça, il peut y se passer plusieurs choses. Soit la substance est éliminée, elle est rendue hydrosoluble, elle est éliminée avec les urines, et puis on n'en parle plus. À l'inverse, à l'autre bout, je dirais, il peut y avoir une interaction qui conduise à la mort. Voilà. En général, le problème est réglé, l'organisme est mort, et puis on n'en parle plus non plus. Et entre les deux, il y a toute une zone un peu grise, qui est la zone sur laquelle on insiste et on travaille, qui sont tous des effets sublétaux. On n'entraîne pas la mort, mais on perturbe. Alors on peut perturber de différentes façons les organismes. On peut les perturber au niveau de leur comportement. Je vais vous montrer des exemples. Et en changeant le comportement d'un organisme dans le milieu, on peut faire disparaître totalement la population. Vous retardez un petit peu la période de reproduction chez les oiseaux, la période d'accouplement chez les oiseaux. Et puis les jeunes, ils sont produits à un moment où les ressources alimentaires ne sont plus là. Et puis voilà. La reproduction s'est bien passée, elle a juste été un petit peu plus tard dans la saison. Vous pouvez aussi perturber le développement, la croissance de ces individus, et puis perturber bien sûr leur reproduction. Donc ça, vous voyez qu'on est au niveau de ce qui se passe chez l'individu lui-même. Et ces altérations de l'individu, ces perturbations de son comportement, de sa physiologie générale, ça peut entraîner des modifications au niveau de la population, la densité, l'abondance de cette population, ses capacités d'adaptation. Et in fine, une fois que vous avez perturbé la population, vous pouvez entraîner des altérations dans le maillon final qui est l'écosystème. Et vous voyez que ces phénomènes-là, dans le temps, ils se passent à des moments différents, avec des délais de réponse qui sont très différents. Au niveau moléculaire, au niveau individuel, en général, on a des réponses très rapides de l'ordre de quelques jours. Pour perturber le comportement, la physiologie plus large d'un organisme, sa reproduction, en général, c'est plutôt quelques semaines, quelques mois. Une population, en général, il faut plusieurs... Enfin, c'est au niveau de l'année. Et puis, la structure générale d'un écosystème, c'est plutôt une dizaine d'années. Alors tout ça, il faut le relativiser, ça dépend sur quelle population vous travaillez. Si vous travaillez sur des populations de micro-organismes dans le sol, avec des temps de génération de 20 minutes, ce n'est pas tout à fait la même chose que si vous travaillez avec des populations d'insectes, par exemple, qui peuvent avoir une reproduction, un temps de développement de 5 ans entre la ponte et l'âge adulte. Donc vous voyez... ou vous travaillez sur des mammifères qui vont se reproduire, voilà, il va falloir 20 ans pour que le jeune puisse se reproduire. Donc bien sûr, c'est à prendre avec précaution. Mais vous voyez qu'il y a cette progression entre des effets très, très rapides qui peuvent ou non entraîner des effets à des niveaux d'organisation supérieurs. Alors juste quelques exemples auxquels on ne pense pas toujours. Des altérations de comportement, par exemple. Là, c'est une petite manip sympa avec du téméphos, donc encore un pesticide, et un crabe en milieu marin. Donc, deux situations. Donc, vous avez en noir la courbe des témoins, et puis en pointillé, la courbe des traités, et c'est la mortalité, en fait. C'est le nombre de crabes par mètre carré, donc la survie qui est observée là. La survie, pas la mortalité, la survie. Première situation, vous prenez 2 cages avec des crabes de chaque côté, et ces cages vous protégez avec des grillages dessus, et vous traitez une cage au téméphos et une cage non traitée. Puis vous regardez ce qui se passe au cours du temps, et vous observez qu'il ne se passe rien. Voilà, les crabes à cette concentration-là, ils supportent bien le DDT, le téméphos, et tout va bien, il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Vous refaites la même manip,
avec des cages qui sont ouvertes, donc non protégées. Et vous observez que quand vous traitez au Théméphos, quand les cages sont ouvertes, vous avez une diminution de la population de crabes présentes. Tout simplement parce que ça ne les tue pas, mais ça leur fait perdre leur réflexe de fuite. Ils restent un peu apathiques comme ça, là. Et donc quand les prédateurs arrivent, quand les oiseaux prédateurs arrivent, dans un cas ils sont mangés, dans l'autre ils ne le sont pas. S'il y a une grille dessus, ils sont protégés, il n'y a pas de prédateurs. Quand ils ne sont pas protégés, ils sont bouffés par les prédateurs. Et donc ils ne sont pas morts, hein. Il n'y a pas de phénomène de toxicité, de létalité. C'est simplement une altération de leur comportement. Dans un cas, ils vont fuir et se protéger. Dans l'autre cas, ils ne fuient pas. Hein, dans le témoin, là, tout simplement, c'est pas protégé, mais ils vont se cacher, ils vont aller se mettre sous les pierres. Dans l'autre cas, ils restent là, ils attendent de se faire bouffer. Bon. Vous pouvez aussi modifier, je vous ai dit, entraîner des altérations anatomiques. Ça, c'est une photo de goujon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le goujon, mais ça n'a en principe pas tout à fait cette forme-là. C'est plutôt un poisson allongé. Ça, c'est un goujon mâle. Et ouvert, vous voyez que, en fait, les gonades sont hypertrophiées. Elles représentaient plus du tiers du poids du corps, donc sous l'influence d'éléments chimiques. On a une hypertrophie des gonades. C'est pas bon pour la reproduction, hein. Ça ne fait pas des hyper-reproducteurs. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez aussi avoir des altérations morphologiques au niveau des nageoires, là, qui est toujours nos mêmes goujons avec les mêmes toxiques. Et vous observez une dégradation, une altération forte de la nageoire caudale. Et ça peut avoir un vrai impact sur la capacité du poisson à se déplacer. Donc ça peut avoir un impact sur sa capacité de prédation, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher ses proies, ou sur sa capacité de fuite devant un prédateur. Voilà, un autre exemple d'altération de la morphologie chez des poissons, entraînée par du plomb, là. Ça, c'est des truites. Alors, c'est des truites un peu particulières, hein. On en voit rarement des comme ça. Et ça, c'est des poissons qui ont du mal à nager et qui vont être moins résistants à la prédation et qui vont avoir une capacité de prédation diminuée. Donc, à terme, il y aura un impact sur la population. Les éléments les stresseurs chimiques, ils peuvent aussi induire des perturbations ou des modifications de la relation prédateur-proie dans un écosystème. Vous savez que la relation prédateur-proie, c'est un équilibre entre les différentes populations. Et là, vous avez dans le cas d'un sol traité, je ne sais plus avec quoi, mais voilà, traité. Et donc, vous avez deux populations qui sont en relation l'une avec l'autre. Vous avez la population de collemboles et la population d'acariens. Donc, l'acarien est le prédateur du collembole. Donc, le collembole, petit insecte qui vit dans le sol, hein, petit insecte sans ailes, à ptérygote, vivant dans la litière. Et vous apercevez que quand vous traitez avec un insecticide à cette concentration-là, vous avez une chute de la population d'acariens prédateurs. Vous faites disparaître le prédateur. Et ce n'est pas très très compliqué d'imaginer que quand le prédateur va disparaître, vous avez une pullulation de la proie qui, lorsque le résidu d'insecticide sera redescendu, le prédateur va remonter et puis la proie va rediminuer. Et vous voyez, vous pouvez entraîner une pullulation d'une espèce tout simplement en ayant un impact sur son prédateur. Bon, autre exemple qui sont les faits de l'acidification sur les populations en milieu aquatique. Donc là, c'était des travaux au grand moment des questions sur l'acidification des lacs, dans le nord de l'Europe en particulier. Et vous voyez qu'aux alentours de 5,8 à peu près, enfin dans ces eaux-là à peu près, on a une diminution importante de la diversité et du nombre de populations à la fois dans le zoo et dans le phytoplancton. Donc le seuil d'impact, il est aux alentours de 5, 7, 5, 8.
Bon, même chose, même type d'impact de relation prédateur-proie ou impact sur les pollinisateurs. Donc là, des zones traitées qui sont en noir, et puis en hachuré les zones témoins. Et vous voyez que quand on traite avec du phényltrothyon, on a une diminution du nombre d'espèces qui vont être butinées, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'espèces qui ne seront plus butinées par les butineurs. Alors ça a deux impacts, c'est-à-dire que diminution de la ressource alimentaire pour les butineurs, ça c'est une chose, mais aussi diminution de la reproduction pour ces espèces végétales qui se reproduisent grâce à ces butineurs. Et puis par contre, on peut avoir certaines espèces qui vont être surbutinées parce que disparition de compétiteurs. Voilà, ça c'était quelques exemples pour vous remettre un petit peu ça en tête. Alors l'écotoxicologie, il y a deux grands aspects dans cette discipline. Il y a un aspect qu'on appelle l'écotoxicologie prédictive. On va essayer de prévoir quelles pourraient être les conséquences dans les écosystèmes liées au rejet d'une substance chimique dans ces milieux. Donc on va essayer de prévoir les effets, essayer de savoir si la substance elle est toxique, écotoxique, pour quel type d'organisme, quels sont ses effets. Ça c'est ce qu'on appelle l'écotoxicologie prédictive. C'est toute celle qui va accompagner la mise sur le marché des substances chimiques au sens large. Et dans substances chimiques, je mets ce qu'on appelle réellement substances chimiques dans la réglementation, mais aussi les phytos, les biocides, les médicaments vétérinaires ou humains et compagnie. Et puis, il y a un deuxième aspect de l'écotoxicologie, qui est ce qu'on pourrait appeler l'écotoxicologie rétrospective, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer dans un milieu les atteintes qui ont été subies par ces écosystèmes suite à leur contamination. Dans un cas, on prévoit, et dans l'autre cas, on constate et on essaye d'expliquer, de comprendre. Alors la prédiction, dans quel cas on va essayer de faire de l'écotox prédictive? Je vous ai dit, il y a tout ce qui est mis sur le marché des substances chimiques ou des produits. Donc les substances chimiques, vous en avez entendu parler ou vous entendrez parler du règlement REACH au niveau européen. C'est ce règlement qui encadre la mise sur le marché de substances au sein de l'Union européenne, de la communauté européenne. Les produits phytosanitaires, donc utilisés en agriculture, les biocides, donc toutes ces molécules faites pour protéger ou pour tuer un certain nombre d'espèces, mais qui ne sont pas utilisées en agriculture. Les médicaments humains vétérinaires, les cosmétiques, enfin voilà, toutes ces réglementations qui accompagnent la mise sur le marché de substances. On fait aussi de l'écotoxicologie prédictive quand on va essayer de travailler sur les autorisations d'exploitation d'un industriel, un industriel qui veut mettre en place une usine de production ou qui veut modifier ses conditions d'exploitation de son usine, qu'il fasse un dossier de demande d'autorisation. Et dans ce dossier, il faudra qu'il essaye de prévoir quels pourraient être les effets de ces effluents, par exemple, sur le milieu. Dans le cadre de la qualité des milieux, alors on a une grande directive européenne qui encadre, qui travaille sur ce phénomène, cette protection des milieux aquatiques, qui est la directive 4 sur l'eau, avec les normes de qualité en particulier. Et puis tout ce qui est classification, étiquetage, évaluation des risques. Alors quand on parle de classification, étiquetage, en fait, on va, en termes d'évaluation des effets, donc on va réaliser un certain nombre d'essais, on y reviendra. J'en parle pas aujourd'hui parce que vous viendrez visiter le labo et donc vous verrez, ça sera plus facile d'en parler à ce moment-là. Mais, on va donc réaliser des essais sur un certain nombre d'espèces vivantes. À partir de ces données de laboratoire, on va, soit par application de facteurs de sécurité, soit par des méthodes statistiques, prévoir définir ce qu'on appelle une concentration prévisible sans effet pour les écosystèmes. Et je dirais qu'en écotoxicologie prédictive, sur la partie prédiction des effets, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est toujours cette fameuse concentration prévisible sans effet pour les écosystèmes. Pour ça, on dispose
pas mal d'outils, enfin d'un panel d'outils plutôt, qui vont depuis des essais, enfin des approches dites in silico, c'est-à-dire sur des approches de calcul, de modélisation, en passant par des tests in vitro, donc des tests qui vont être faits sur culture cellulaire ou sur système biologique isolé. Puis ensuite, les bioessais de laboratoire, donc on va prendre des organismes vivants, des populations d'organismes vivants monospécifiques, qu'on va mettre en présence d'éléments toxiques, et puis on va déterminer la toxicité. Puis ensuite, on peut associer ces populations les unes avec les autres, toujours au laboratoire, dans ce qu'on appelle des microcosmes. Donc, qui sont des aquariums. En milieu aquatique, c'est des aquariums dans lesquels on va essayer de mettre un petit peu de sédiments et puis différentes populations. Et puis, quand on complexifie progressivement le système, on va passer dans ce qu'on appelle des mésocosmes, qui peuvent être soit des canaux, donc des reconstitutions de rivières, soit des reconstitutions de mares ou d'étangs. Et puis, on peut aller, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a des photos qu'on sautait, voilà. Et puis on peut aller, quand on complexifie encore le système, aller sur le terrain. Sur le terrain, on peut utiliser soit ce qu'on appelle des enclos, c'est-à-dire qu'on va prendre un milieu naturel qu'on va partiellement chlore, isoler, emprisonner, enfin voilà. Et puis on va introduire l'élément toxique dedans. Soit on travaille directement dans des écosystèmes naturels. Alors, on voit bien que quand on passe des tests, enfin des approches in vitro au milieu naturel, on va complexifier le système, on va augmenter la représentativité. Plus on augmente, plus on monte dans cette échelle et plus les résultats seront représentatifs de ce qui pourrait se passer dans la vraie vie. Par contre, on voit aussi qu'on augmente la complexité, donc on va diminuer la reproductibilité et la répétabilité. Un test de laboratoire, vous pouvez le refaire plusieurs fois, on est toujours sur le même résultat, pour peu que vous ayez l'habitude de le faire, parce que vous verrez, si on fait le TP, qu'on ne tombe pas toujours sur le même résultat, mais en principe, on tombe toujours sur le même résultat. Alors que quand vous êtes des études même en mésocosme, c'est très fonction des conditions environnementales, et d'une année sur l'autre, vous pouvez obtenir des résultats un peu différents. Donc vous voyez qu'on augmente la complexité, la représentativité, mais on va aussi diminuer la reproductivité, la répétabilité. Donc, quand on va évaluer une substance, on va toujours faire l'espèce de balance entre une complexité maximale et une reproductibilité, une répétabilité. Alors, ces approches classiques, que ce soit, alors je ne parle pas des approches in vitro ou des approches in silico, mais les bioessais ou même les mésocosmes, il y a quand même des limites qui nécessitent de faire bouger un petit peu tout ça. En général, on ne prend pas en compte les multistress, c'est-à-dire que quand on fait de l'écotox prédictive et qu'on veut savoir si une substance chimique peut entraîner des effets ou pas, on va travailler sur cette substance-là, toute seule. En général, on ne prend pas vraiment en compte les conditions environnementales, c'est-à-dire qu'on va travailler dans des conditions standardisées, avec des conditions de température, d'éclairement, d'humidité constante. Or, dans le milieu, vous savez que tout ça est éminemment variable. Et puis, les évaluations, elles sont principalement basées sur des effets directs, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe sur la population qu'on est en train d'étudier à ce moment-là. Donc regarder si les poissons, par exemple, vont mourir, s'ils vont se reproduire ou pas. Donc il y a techniquement, je vais vous montrer quelques exemples, des limites autour de ces outils. Et puis à côté de ça, à côté de ces limites qui nous obligent à réfléchir à une évolution de nos outils, on a aussi un contexte réglementaire qui bouge, avec en particulier une directive européenne concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales. Dont on pourra reparler quand vous viendrez à Verneuil, mais qui nous oblige à diminuer le recours à l'utilisation d'animaux. Alors, il faut savoir que dans cette réglementation, les animaux, ça commence à la vertèbre. En dessous de la vertèbre, il n'y a pas d'animal. Les invertébrés ne sont pas des animaux.
on ne va pas leur dire tout de suite que si, parce que sinon ça va devenir compliqué, mais voilà. Donc à partir du moment où il y a des vertèbres, il faut qu'on réfléchisse. C'est de plus en plus compliqué d'utiliser des animaux, parce qu'il y a une forte volonté de protéger ces animaux, de diminuer la souffrance. Et en parallèle de ça, qui est quand même une contrainte expérimentale forte, on a une pression de plus en plus forte pour améliorer les conditions de mise sur le marché des substances, pour limiter au maximum les risques pour l'environnement. En gros, on veut prendre de moins en moins de risques quand on met sur le marché une substance, voilà. Et en même temps, on peut de moins en moins tester. Donc, voilà. Là encore, il faut trouver une balance entre les deux. Alors, juste quelques exemples sur ces interactions, enfin sur ces limites expérimentales. Quelques exemples, par exemple, là, sur l'interaction agent biologique, agent chimique. C'est du bon sens. Hein. Donc là, c'est les interactions entre Nosema, qui est un microsporidie parasite des abeilles, qui entraîne des diarrhées importantes dans les populations d'abeilles, qui peut entraîner une disparition totale de la ruche s'il y a une forte population d'ouvrières qui est atteinte. Donc ici, vous avez l'interaction entre cette Nosema et un insecticide. Alors, le contrôle, c'est les blancs, là. Nosema, c'est les ronds vides au centre. Et puis, le mélange de l'insecticide et de Nosema, c'est les points noirs pleins. Alors, dans les blancs, là, il y a à la fois le contrôle et l'insecticide. Alors, c'est du bon sens, hein, mais c'est bien de le montrer quand même. Quand vous traitez des organismes malades, parasites, enfin, qui contiennent ce Nosema, donc qui sont physiologiquement perturbés, ils sont plus sensibles à l'insecticide que quand ils sont en pleine santé. C'est du bon sens, hein. Bon, mais voilà. On voit bien que, en particulier, pourquoi là ça a un intérêt, c'est que de plus en plus les populations d'abeilles utilisées en apiculture sont contaminées avec du Nosema. Que les apiculteurs arrivent à maîtriser, donc arrivent à maintenir leur production, mais elles sont quand même là, elles sont quand même malades, mais elles arrivent à produire. Et puis les insecticides, ils sont mis sur le marché sur ces populations qui sont malades. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une interaction entre les deux et que c'est pas évalué au départ. Hein. Alors c'est difficile à évaluer, hein. C'est-à-dire que s'il faut imaginer toutes les maladies possibles et tester sur toutes les maladies possibles, c'est compliqué. Mais enfin, il faut le savoir, c'est une limite de nos outils et quand on prend une décision, il faut savoir qu'on la prend dans un contexte donné. La non prise en compte des conditions expérimentales. Alors toujours chez l'abeille, j'aime bien cette petite bête. Là, on voit l'effet de la température sur des conditions météorologiques et du paysage sur le retour à la ruche d'abeilles qui ont été traitées avec du thiaméthoxam, qui est un insecticide. Donc deux températures, température supérieure à 28 degrés, ce qui est une température sympathique pour l'abeille, et puis une température inférieure à 28 degrés. On voit qu'à forte température, traité, non traité, il y a le même retour à la ruche. Il n'y a pas d'impact sur le retour à la ruche. Par contre, à faible température, on voit qu'il y a un impact plus important, enfin il y a un plus faible retour à la ruche quand elles sont traitées. Donc ça c'est juste sur le phénomène de température. Puis là c'est une manip où ils ont testé milieu ouvert, milieu fermé, c'est-à-dire milieu ouvert, culture type colza, je crois, c'était là, et puis milieu fermé, plutôt de l'arbre, des arbres. Hein, et on voit que quand on a un milieu plutôt fermé, on a un impact plus important sur le retour à la ruche que quand on a un milieu ouvert. Or, quand on fait les tests, on teste une condition. Voilà. Mais après, on va appliquer ça dans des conditions, dans des paysages où il y aura plus ou moins d'arbres, plus ou moins de bosquets. Donc ça peut avoir des impacts très différents sur les populations.
des effets principalement basés sur des effets, enfin des évaluations principalement basées sur des effets directs. Or, on sait qu'il existe ce qu'on appelle les phénomènes transgénérationnels. Là, un petit exemple avec le dagneau, hein, qui est notre poisson fétiche. Et 2 médicaments, carbamazépine. Manip assez simple. Hein, prenez une population de d'agneaux, vous exposez des couples de d'agneaux pendant 6 semaines à une certaine concentration de ces 2 principes actifs médicamenteux. Et puis au bout de 6 semaines, vous récupérez les œufs et vous les faites développer dans un milieu propre. Voilà, vous laissez les œufs se développer, vous récupérez les jeunes. Ce qui est observé là, c'est un taux de reproduction normal, une fécondation normale. On a une bonne reproduction. Voilà. Ces œufs sont développés, donc on les emmène jusqu'à la maturité sexuelle, donc on va avoir d'un côté des mâles, de l'autre côté des femelles issus de ces parents exposés. Quand vous prenez des jeunes mâles issus de ces parents exposés, contrôle, enfin non, justement, vous prenez des mâles, des jeunes mâles issus de populations témoins, que vous croisez avec des femelles qui sont issues de ces parents traités. Vous regardez ce qui se passe sur la production d'œufs, il ne se passe rien. Production d'œufs normale, tout va bien. Par contre, quand vous prenez des jeunes mâles issus de ces parents exposés, que vous croisez avec des femelles contrôle, là vous avez une diminution de 50% de la production d'œufs. Donc on a observé, essayé de comprendre, il y a une altération du comportement de reproduction. Le mâle sont un petit peu moins actifs en termes d'approche de la femelle, on va dire. Et puis on a une altération morphologique et de mobilité des spermatozoïdes. Donc à la fois des spermatozoïdes qui ne sont pas en très bon état et en plus des mâles qui ne sont pas très actifs. Ce qui n'est pas très très bon tout ça pour aller se reproduire. Par contre, sur les premiers organismes, la reproduction est tout à fait normale. Et nos tests, ils sont faits comme ça. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe sur la reproduction. Il ne se passe rien sur la reproduction, sauf qu'il se passe quelque chose à la 2e génération. La directive, on en a parlé, hein, sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales. On y reviendra plus en détail. Mais voilà, c'est une directive qui nous impose de demander une autorisation avant toute utilisation des animaux, de passer devant un comité d'éthique et d'obtenir une autorisation du ministère de la Recherche qui nous dit si oui ou non on peut faire cette manip. Donc c'est un petit peu lourd. Alors, devant ces constats-là, voilà, on peut constater et puis dire c'est comme ça, et puis pas grand-chose à faire. Quand même, on y réfléchit, et depuis longtemps, vous voyez, 2009, 2012, puis les réflexions continuent. Donc il y a eu une réflexion au niveau de la CETAC US en 2009. Il y a eu un séminaire au niveau de l'INRA et du CNRS en 2009 aussi. En 2012, les alliances, à la fois l'Alliance pour la recherche sur la santé, l'Alliance pour la recherche sur l'environnement et l'Alliance Athéna, qui est l'Alliance sciences humaines et sociales, se sont réunies pour mettre en place une feuille de route sur ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait faire évoluer, qu'on a appelé Initiative française pour la recherche en environnement santé. Alors juste qu'est-ce qu'ils disent très rapidement, ces différentes initiatives. La CETAC, elle dit 2 choses simples. Hein. Il faut travailler sur des relations de causalité qui soient crédibles, hein, et améliorer ces relations, mieux comprendre et les crédibiliser. Et puis développer des outils, des modèles quantitatifs d'extrapolation. Comment changer d'échelle. Voilà. C'est facile à dire, hein, mais voilà. Au niveau du séminaire CNRS, INRA, il y a eu un certain nombre de choses de dites. Quand on réfléchit à un niveau d'organisation donnée, alors au niveau des individus, il faut acquérir, exploiter des données permettant de caractériser les interactions au niveau cellulaire. Grosso modo, il faut mieux comprendre les phénomènes fins qui sont à l'origine des phénomènes toxiques. Et puis travailler sur les liens entre exposition et modification du comportement. Le comportement, c'est vraiment quelque chose qu'on ne travaille pas assez. Or, c'est quelque chose on n'y pense pas. On pense tout de suite à tuer des organismes, à empêcher leur reproduction. Et on ne pense pas qu'on peut très fortement modifier leur comportement. Vous mettez du cuivre dans une rivière,
une rivière à saumon, vous contaminez avec du cuivre, vous faites une barrière chimique, ils ne passent pas. Les saumons, ils repartent. Ils n'iront pas sur le lieu de reproduction. C'est une vraie barrière chimique. Vous mettez un hydrocarbure dans des sols, vous n'aurez plus un ver de terre. Et ça, c'est une très très belle manip à faire. On a malheureusement fait cette manip plusieurs fois sur la caractérisation de la toxicité de sols pollués qui provenaient de raffineries, de coqueries, choses comme ça. Les vers de terre, il faut se mettre à deux. Il y en a un qui les tienne pendant que l'autre met le couvercle. Ils sortent instantanément des flèches. C'est un réflexe de fuite énorme. Or, si vous n'avez plus de vers de terre dans un sol, vous n'avez plus d'aération du sol, vous n'avez plus de circulation de l'eau, voilà. Et vous n'avez plus de dégradation de la matière organique. Plus. Une diminution forte de ces phénomènes-là. Les vers de terre, c'est vraiment des organismes très très importants en termes de structuration dans les sols. Au niveau des populations, on travaillait sur les approches génétiques, la prise en compte de la plasticité, l'interprétation des données expérimentales. Voilà. Les communautés prioriser les critères d'effet d'intérêt, prendre en compte la phylogénie, la compréhension du rôle du paysage. Je vous ai dit tout à l'heure, cette vraie question autour du paysage sur la toxicité. Et au niveau des écosystèmes, faire la part entre ce qui est dû au toxique et puis ce qui est dû à d'autres facteurs de forçage. En ce moment, on est dans un... Je voyais une petite affiche là-bas sur agriculture et dérèglement climatique. En ce moment, on est dans une vraie perte... Enfin voilà, on évalue à température constante. Or, on sait qu'on est dans des changements de température qui entraînent des changements de répartition des espèces, de modification de la structure du fonctionnement des écosystèmes. Voilà, comment on prend ça en compte. Prise en compte de l'hétérogénéité spatio-temporelle de la contamination des processus écologiques. Et puis, quand on regarde de façon un peu transversale, une vraie grosse question sur le changement d'échelle. Comment on passe d'une évaluation sur des individus à une évaluation sur des populations. Comment on passe d'une évaluation à la parcelle à une évaluation au niveau du paysage. Comment on passe d'une évaluation court terme, long terme. Et puis les multifactoriels, les caractères multifactoriels des stress. Je vous ai parlé des relations biologiques, chimiques, mais on peut aussi modifier. Il y a différents types de stress environnementaux à prendre en compte. On se pose beaucoup la question en ce moment aussi de l'interaction entre altérations physiques, en particulier les champs électromagnétiques et chimie. Enfin voilà. Au niveau de l'IFRES, donc l'initiative française de recherche en environnement santé, mieux comprendre et prédire les effets des contaminants sur la vulnérabilité des écosystèmes et des populations humaines, mieux comprendre les expositions multiples, on y revient, et développer la modélisation. Donc vous voyez que les pistes là sont vraiment sur meilleure compréhension des mécanismes d'action. Très longtemps en écotoxicologie, et en particulier en écotoxicologie prédictive, on est resté très global, quoi. Est-ce que ça meurt? Est-ce que ça ne meurt pas? Est-ce que ça se reproduit? Est-ce que ça ne se reproduit pas? Alors on voit qu'on a vraiment besoin de beaucoup mieux comprendre les mécanismes fins d'écotoxicité qui sont à l'origine de la toxicité. Les expositions multiples, parce que dans les écosystèmes, les organismes ne sont jamais exposés à un seul stress. Ça se saurait et ça serait facile à régler. On est toujours devant des contaminations multiples. Et c'est de fait beaucoup plus difficile à évaluer et à gérer. Mais il faut mieux le comprendre. Et puis la modélisation, parce que il faut, si on veut prendre en compte ces changements d'échelle, ces multi-interactions, enfin ces multi-stress, on ne peut pas y arriver autrement que par modélisation. Voilà. Alors s'il y a quelques pistes sur lesquelles on travaille actuellement, pour mieux comprendre ce qui peut se passer au niveau fin sur la population, par exemple. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit que entre le moment où un toxique était rejeté et puis le moment où il se passait quelque chose sur la population, il y avait différents niveaux, différentes séquences. L'interaction avec les macromolécules, la réponse cellulaire, la réponse de l'organe, de l'organisme, puis de la population. Et donc on essaye aujourd'hui, justement avec en particulier la modélisation, de mieux comprendre ces différents phénomènes sur une substance chimique donnée, de mieux comprendre cette succession des événements,
pour ensuite pouvoir, à partir de la connaissance sur un niveau ou sur un autre, prévoir ce qui peut se passer à une échelle supérieure. Quand on aura très bien compris comment fonctionne le DDT sur l'impact chez la population d'oiseaux, quand on aura précisément décrit tous les niveaux, après il suffit de savoir ce qui se passe au niveau de l'interaction macromolécule pour imaginer ce qui peut se passer. Imaginer, je dis bien, on n'est pas ce qui se passe au niveau de la population. C'est ce qu'on appelle le chemin de l'effet toxique, les adverse outcome pathway. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Alors, on va essayer, par exemple, il en existe maintenant sur l'irritation, sur la sensibilisation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour qu'une substance, entre le moment où on met une substance chimique et le moment où il va y avoir un phénomène d'irritation cutanée, par exemple? Quels sont les phénomènes qui vont se passer? Et ensuite, si on sait que le premier phénomène, c'est une interaction avec tel type de molécule, ensuite, on pourra se dire que si une molécule interagit avec cette molécule, potentiellement, c'est un irritant. Et donc, on n'est pas obligé soit de faire le test d'irritation, ce qui limite le recours à l'expérimentation animale, soit de pouvoir étudier plus de substances avec les mêmes moyens. Tout ça, c'est une question de moyens aussi. Si on avait des moyens infinis, on saurait plus de choses. Vous savez qu'on a quand même quelques milliers de substances sur le marché. On parle de 100 000 substances, donc maintenant peut-être 110 000 ou 120 000 substances. Donc si on veut avoir des informations sur toutes ces substances, et si en plus on veut imaginer commencer à travailler sur les interactions et les multistress, il faudrait qu'on simplifie un peu nos outils. Ces outcome pathways, ça a pu être utilisé pour essayer de comprendre ce qui se passait dans des écosystèmes, en particulier avec l'acide domoïque et les mammifères marins. Enfin, voilà, on va regarder. Il y en a en développement à la CDE, je n'ai pas eu le temps de remettre à jour, mais il y en a un petit peu plus maintenant qui se développent au niveau de l'OCDE. D'autres approches sur la modélisation pour le changement d'échelle. On va essayer de travailler. On a un gros problème. La gestion du risque, écotox, elle se fait au niveau de l'écosystème. Les études des effets écotoxicologiques, en général, on travaille au niveau de l'individu. Et puis, voilà, on a des connaissances sur l'individu. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer sur la population et la communauté. Alors, comment on peut passer de ces deux niveaux-là. Donc la modélisation, elle aide à faire ça. Il y a différentes approches, voilà, ça permet d'établir les liens entre ces différentes populations, ces différents niveaux d'organisation. Bon, je vous ai mis un certain nombre d'exemples, du genre DEB et compagnie, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc nous on travaille sur cette modélisation pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et puis, il y a quelque chose qui se développe aussi beaucoup actuellement et qui est de plus en plus utilisé, en particulier en écotox, enfin, pas en particulier, uniquement en écotoxicologie prédictive, qui sont ce qu'on appelle les QSAR, les relations structure-activité quantitative, qui sont des modèles statistiques qui permettent de mettre en relation la structure moléculaire des molécules et leur activité biologique. L'intérêt de ces QSAR, c'est que ça permet de générer très vite de la donnée, de compléter des données manquantes. Donc c'est des relations qui sont plus ou moins simples. Là, je vous ai mis une relation simple, mais ça peut être plus ou moins simple entre la structure chimique de molécules et leurs effets biologiques. Voilà, il y en a qui sont très connus, très utilisés. Et c'est maintenant, depuis pas très longtemps, mais depuis 2 ans, 3 ans maintenant, c'est utilisé, c'est reconnu réglementairement pour les dossiers de mise sur le marché des substances chimiques. Dans le cadre de REACH, par exemple, les autorités n'ont pas le droit de refuser un résultat QSAR, ce qu'on ne se privait pas de faire il y a encore quelques années parce qu'on n'était pas trop sûr. Maintenant, on ne peut plus refuser un résultat QSAR, on doit le prendre en compte dans l'évaluation et on ne peut pas dire la donnée est manquante, il faut faire un essai. C'est maintenant des essais reconnus au niveau réglementaire pour la mise sur le marché des substances chimiques. Il y a un certain nombre de limites sur les QSAR, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je pense que
Alexandre aura l'occasion d'en reparler. Il y a juste quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un QSAR est fait dans un contexte donné, avec un jeu d'apprentissage donné, donc pour une classe de substances données. Il ne faut pas l'utiliser dans un autre contexte. La difficulté de ces outils-là, c'est que même si vous les utilisez dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel ça a été développé, ça vous donnera un résultat. Il y a des chances d'être faux, mais ça vous donnera un résultat. Donc attention, c'est juste la limite. À partir du moment où cette limite-là est bien prise en compte, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ces outils-là. Et puis il y a quelque chose qui est aussi pas mal travaillé en ce moment, qui est ce qu'on appelle le read across ou l'évaluation croisée. C'est comment prévoir la toxicité ou l'écotoxicité d'une substance à partir de la toxicité ou de l'écotoxicité d'une substance qui serait un analogue structurel, qui a une structure chimique proche. Donc, vous avez une famille de substances dont vous connaissez les propriétés, puis vous en avez une là dont vous connaissez une ou deux propriétés, mais vous en avez plein. Est-ce qu'il faut tout retester? Est-ce qu'on peut, par exemple, si ça a une structure chimique proche, la même solubilité, la même volatilité, enfin un certain nombre de propriétés physico-chimiques qui sont identiques, est-ce qu'on peut considérer que la toxicité et l'écotoxicité seront les mêmes? C'est pas mal utilisé aussi. C'est pas toujours facile à utiliser, mais voilà, c'est des approches sur lesquelles on travaille pour essayer de combler de la donnée manquante. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a aussi quelque chose qui se développe beaucoup et sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, peut-être trop, qui sont ce qu'on appelle les omiques, donc la génomique, la transcriptomique, la protéomique, le métabolomique, enfin voilà. Qui permettent d'avoir des réponses assez globales. Par exemple, quand on parle de protéomique, on peut avoir une réponse assez globale sur la modification de l'ensemble des protéines d'un organisme vivant suite à la contamination, sa contamination. Après, il faut être capable de comprendre ce que ça peut avoir comme impact. Mais ça permet, je pense que l'intérêt principal de ces approches-là, c'est que ça permet de travailler sans a priori, sans se dire, par exemple, quand on fait de la génomique, aujourd'hui, si on veut savoir s'il y a un impact au niveau du génome, on va travailler sur le gène machin, sur le gène truc, voilà, on va faire une liste de gènes et on va regarder sur ces gènes-là. La génomique, ça permet de prendre l'ensemble du génome d'un organisme, ou un sous-ensemble important du génome d'un organisme, sans a priori. Et de voir après quels sont les gènes qui vont être perturbés ou pas. Alors là, les mathématiciens derrière, ils nous aident, les statisticiens nous aident beaucoup, parce que quand vous avez 4-5 000 gènes, certains s'allument pas. Et voilà, c'est pas très facile à exploiter, mais c'est... voilà. Alors, là, c'était un petit peu les biomarqueurs, ces omiques sont beaucoup utilisés dans ce qu'on appelle les biomarqueurs. L'utilisation des biomarqueurs, ça n'a pas attendu les omiques. À chaque fois qu'on développe une nouvelle méthode, on a l'impression qu'on a découvert la Lune et qu'avant, il n'existait rien. Donc là, les gens qui travaillent depuis longtemps sur les biomarqueurs sont un peu fâchés. Les biomarqueurs, ils n'ont pas attendu les omiques. Il y a longtemps qu'on fait du biomarqueur. Des adduits à l'ADN, des mesures biochimiques, des marqueurs d'exposition. Enfin, il y a bien, bien longtemps qu'on fait ça. Le plus des omics, c'est que ça peut donner une interprétation peut-être plus mécanistique et puis surtout d'accroître le nombre de biomarqueurs qu'on va utiliser. Il y a une autre approche qui est aussi pas mal travaillée en ce moment en termes d'écotoxicologie prédictive, c'est ce qu'on appelle les stratégies de test intégrées. Réglementairement, pendant longtemps, on a dit, voilà, vous voulez mettre sur le marché une substance, et bien il faut faire tous ces tests-là. Il faut qu'il y ait un chiffre dans toutes les cases. Maintenant, on se dit, c'est peut-être pas complètement intelligent de faire ça, c'est peut-être pas complètement nécessaire. On peut peut-être faire des stratégies progressives. Alors, je ne sais plus si j'ai l'exemple là, mais... voilà, par exemple, si on prend l'écotox sur les substances chimiques de base, il faut obtenir des informations sur 3 niveaux trophiques. Les algues, les daphnies, les poissons. C'est les 3 niveaux, il faut avoir ces infos-là. Bon. Pendant longtemps, on a fait les 3 tests, sans se poser de questions. Dans ces 3 tests, il se trouve qu'il y en a un qui est fait sur vertébrés.
les poissons. Alors c'est un petit peu plus difficile à manipuler, c'est plus cher, et puis éthiquement, est-ce que c'est nécessaire de tuer des poissons comme ça? Voilà. Donc on a mis en place une stratégie plus simple, qui est maintenant acceptée au niveau réglementaire. On va commencer par tester sur les algues et sur les daphnies. Et en fonction du résultat qu'on aura sur les algues et les daphnies, on testera ou on ne testera pas sur les poissons. Et si on teste sur les poissons, on testera à une concentration et pas obligatoirement à toutes les concentrations. Donc ça permet de diminuer, je ne dis pas qu'on s'interdit complètement de le faire, mais ça diminue très fortement l'utilisation des poissons. Quand on parle de classification, on a des seuils de classification. Si avec les daphnies ou avec les algues, on a un seuil qui conduit à la classification maximale, très toxique pour les organismes aquatiques, on ne peut pas faire plus. Ça ne sert à rien de tuer des poissons pour dire « Ah ben oui, il est très toxique, on sait, on ne peut pas faire plus. On est déjà arrivé au maximum de la classif. Donc ça ne sert à rien de faire du poisson en plus. » Voilà. Donc ça permet de diminuer un petit peu le nombre de poissons et puis de réfléchir un peu. Donc dans les évolutions, on voit que de plus en plus, on prend en compte les mécanismes d'action, les approches intégrées, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du systématique, on essaye de réfléchir à quels sont les tests qu'il faut faire les uns après les autres, le développement de la modélisation, et puis le développement très fort de ce qu'on appelle les méthodes alternatives, donc alternatives à l'expérimentation animale, il faut toujours avoir ça en tête. En particulier le in silico, le in vitro, qui sont vraiment les points sur lesquels il y a beaucoup de travaux actuellement. Je pense que d'ici 10 ans, on ne fera plus de tests vivaux sur vertébrés, où on en fera très peu. Alors que, voilà. Même si ça, et ça c'est pour conclure, même si quand on regarde les statistiques européennes, c'est de loin pas la tox et l'écotox qui utilisent le plus d'animaux. Mais c'est ça qui est inadmissible. Donc il faut qu'on le prenne en compte. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de tuer du poisson pour tuer du poisson, quoi. On n'est pas obligé de tuer du rat ou de la souris pour le plaisir de tuer du rat ou de la souris. Si ça n'apporte pas d'informations, c'est vraiment pas la peine de le faire. Par exemple, pour ce qui est de l'irritation, on fait quasiment plus de tests sur les animaux. C'est pas la peine d'aller mettre un toxique dans l'œil de la souris ou du rat pour voir que ça le gratouille. On a d'autres outils qui permettent de le faire et qui permettent de donner une information aussi pertinente. Voilà, je crois que c'était à peu près... Non, il y en a encore. En ce qui concerne la surveillance de la qualité des milieux, oui, voilà. Donc j'ai beaucoup parlé d'écotoxicologie prédictive. En écotoxicologie rétrospective, je dirais, aujourd'hui, pour surveiller la qualité des milieux, on a beaucoup utilisé des approches chimiques. On va chercher, on a des listes de polluants, on va regarder si on est en dessous des seuils pour ces listes de polluants, enfin voilà. Or, on sait bien que on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas une substance chimique dans le milieu, vous ne la trouverez pas, donc le milieu ne sera pas contaminé. Si vous trouvez une substance, vous ne savez pas s'il y a un effet ou pas d'effet sur les organismes vivants. Et puis, vous ne savez pas s'il n'y a pas un petit peu des effets cocktails, quoi. L'approche biologique, soit par l'utilisation de biomarqueurs qui vont être des associations d'espèces en général, soit par l'utilisation de bioindicateurs, pardon, de biomarqueurs, va permettre d'apporter des éléments pour répondre à ces questions. Alors, ce n'est pas la panacée. Je ne prétends pas qu'avec de l'écotox, on va régler tous les problèmes, mais on a des approches qui peuvent être très complémentaires. Donc, un biomarqueur, c'est un changement au niveau moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique ou comportemental qui va révéler l'exposition d'un organisme à une substance. Donc, par exemple, quand on parle de marqueurs biochimiques, ça permet de comprendre à la fois le mode d'action et ensuite de donner des éléments pour la gestion des milieux. Alors, les biomarqueurs, il y a toute une série, on se bagarre à longueur de temps sur le vocabulaire,
Ce qu'il faut juste un petit peu avoir en tête, c'est qu'il y a des marqueurs qui permettent de dire si un organisme a été exposé, donner une information sur une exposition potentielle. Enfin, il a été exposé à un moment ou à un autre à telle substance ou à un polluant ou machin, sans que pour autant il y ait un effet biologique. Et puis il y a des marqueurs qu'on appelle plutôt des biomarqueurs d'effet, qui permettent de mettre en évidence une altération. Bon. Je vous dis après, les spécialistes des biomarqueurs passent leur temps à se bagarrer entre les biomarqueurs d'effet et d'exposition. Ces biomarqueurs, ils interagissent, ils sont très très haut placés dans la séquence des événements. Et c'est ça aussi leur intérêt, c'est qu'ils peuvent, dans un milieu, renseigner assez vite sur l'exposition ou sur les effets. Ils sont là. Donc très vite, on peut savoir, attention, il y a un marquage sur des organismes vivants et potentiellement, il y aura peut-être un effet plus tard sur l'écosystème. C'est pas sûr, mais voilà. Et c'est toujours mieux de le savoir à l'avance que d'attendre de dire tiens, ouais, il y a un problème, là, il n'y a plus de poissons. Il faut mieux le savoir avant. Même si des fois on se trompe et qu'il n'y aura pas de problème. Mais alors il y a des marqueurs qui sont... quand on parle de marqueurs, de biomarqueurs, on pense souvent à la biochimie, aux altérations, aux enzymes. Ou des choses comme ça, aux protéines. Mais de plus en plus, on utilise, enfin pour certains secteurs, des biomarqueurs qui peuvent être aussi des biomarqueurs histologiques. Et il y a quelque chose qui est pas mal utilisé, pas mal utile, en particulier dans le domaine de la perturbation endocrinienne, qui sont les intersexes. Je vous ai dit tout à l'heure que les perturbateurs endocriniens, au moins certains d'entre eux, avaient pour effet de perturber le développement des gonades et de conduire à ce qu'on appelle des gonades intersexes, c'est-à-dire des tissus gonadiques dont on ne sait plus si c'est des tissus mâles ou des tissus femelles. Vous avez un mélange. Non, je n'ai pas de diapo. Vous avez un mélange. Ici, là, par exemple, là, vous avez un tissu dont vous avez à la fois du tissu mâle et du tissu femelle dedans. Ici. Voilà. Donc on ne sait plus. Ça marche pas. Enfin, c'est pas efficace. Et donc voilà. C'est un marqueur qui est reconnu pour la perturbation endocrinienne et c'est un marqueur qui est reconnu comme prédictif d'une perte de biodiversité parce qu'on sait qu'il y aura un effet sur la population à terme. Nous, on a fait quelques petits essais. Alors, on est en train de faire une grande étude au niveau national sur la répartition des intersexes dans les populations de poissons. Là, quelques exemples qu'on avait fait en Bretagne et Normandie. Vous avez différents cours d'eau. Alors, pour prendre des critères faciles, en rose, vous avez les femelles, en bleu, vous avez les mâles. C'est comme ça, voilà, dans différentes populations. Et en jaune, c'est le taux d'intersexe. Et vous voyez, dans certaines populations, on peut avoir 10, 15, 20% de poissons. On peut monter jusqu'à 38% de poissons dont on ne sait pas si c'est des mâles ou des femelles. Autre exemple, sur deux populations, Véron et Goujon. Et vous voyez que là aussi, on peut avoir, dans un certain nombre de cas, des taux d'intersexes importants. Dans la protection des milieux, ce qui est important, on parlait d'évolution, c'est de voir que les préoccupations, elles évoluent au cours du temps. Et que nous, finalement, quand on développe les outils, on court toujours après ces préoccupations-là. On a toujours un temps un peu de retard, mais voilà. Dans les années 70, ce qui nous intéressait, c'était la toxicité aiguë. Grosso modo, est-ce qu'il n'allait pas y avoir des poissons crevés à la sortie de l'émissaire d'égout ou d'effluent? C'était ça la question. Maintenant, alors je ne dis pas que c'est réglé à 100%, mais bien heureusement, ces phénomènes de tox aigus, on les a quand même bien maîtrisés. Et la question aujourd'hui, maintenant, elle est sur la toxicité chronique. On ne voit pas de poissons morts, mais est-ce que dans 20 ans, il y aura toujours des poissons, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on est passé de l'étude des fortes doses à l'étude des faibles doses. Les fortes doses, on les a réglées, je dirais, parce qu'on a mis des seuils bas. Maintenant, on se pose la question des faibles doses. On se pose la question de savoir si même la notion de seuil, ça a une pertinence ou pas.
Il y a toujours pareil, dans les années, un petit peu plus tard, dans les années 80, 90, on s'est posé la question des persistants. On disait, je dirais même que c'était pire que ça, c'est qu'on voulait des substances persistantes. Le DDT, c'était vachement bien parce que c'était persistant. La dieldrine, c'était un insecticide extraordinaire, avec un temps de demi dans le sol de 20 ans. On traitait, 20 ans après, il en restait la moitié. C'était extraordinaire. Maintenant, on ne veut plus de persistants. On a des molécules qui se dégradent très très vite pour ne pas avoir de contamination à long terme. Donc voilà, on voit que les préoccupations, elles changent. Dans les années 70, les préoccupations, c'était la matière organique. À chaque fois qu'il y avait un orage et qu'on entraînait de la matière organique dans les cours d'eau, on avait des poissons qui crevaient, les stations d'épuration qui débordaient, c'était de la matière organique. Il y avait voilà. La matière organique, on l'a à peu près réglée. Les laiteries, les effluents donc laitiers, les effluents d'équarrissage, de choses comme ça, on les a à peu près maîtrisés. Maintenant, on est vraiment sur la substance chimique, quoi. Les premiers outils qui ont été développés en biocénotique, les indices biotiques, Tufferneau et Verny, dans les années 80, c'était basé sur la sensibilité des êtres vivants, des organismes aquatiques en particulier, à l'oxygène. Donc c'était bien la matière organique dégradable qui était prise en compte. Maintenant, ça c'est un peu réglé. On est passé beaucoup sur le chimique. Et dans le chimique, on a les pesticides, on a les polluants organiques persistants, et puis ça c'était, voilà. Maintenant on est sur les perturbateurs endocriniens, sur les médicaments. Il y a 15 ans, l'écotoxicologie des médicaments humains, ça intéressait personne, quoi. Qu'un médicament puisse avoir un impact sur les poissons et poser des problèmes dans les écosystèmes, c'était vraiment pas un problème. On passait pour des fous si on imaginait ça. Maintenant, voilà, c'est les médicaments. Il y a un colloque la semaine prochaine, cette semaine ou la semaine prochaine. Cette semaine, en ce moment, ouais. Voilà, un colloque international à Paris sur médicaments et impact sur l'environnement. Enfin voilà, quoi. Donc, on voit bien que les préoccupations, elles changent au cours du temps. Et nous, avec ce que les gens n'arrivent pas bien à comprendre, en particulier le grand public, c'est que les outils ne peuvent pas être prêts tout de suite, quoi. Les concepts ne peuvent pas être prêts tout de suite. Donc les concepts et les outils sont toujours en retard. Donc on a toujours un train de retard. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Petit balayage rapide du sujet.